Ok, let's go. Bonjour, bonjour, bienvenue à ce webinaire sur comment améliorer la relation fabricant et concessionnaire. Donc aujourd'hui, nous sommes avec notre partenaire Cephus, donc, donc Christophe et Jean-Paul. Donc on va se présenter. On va démarrer dans 2-3 minutes. Déjà, on va commencer par une petite introduction. Donc je vais demander à Christophe si tu veux te présenter. Bon. Ok, bonjour à tout le monde, bienvenue à ce webinaire. Donc, je suis Christophe Picot, je suis un chef de projet chez Cepheus Innov. Donc, on présentera Cepheus, mais en gros, voilà, moi je suis un homme métier du service et j'interviens chez les clients de Cepheus pour organiser, déployer les techniques de modélisation et d'amélioration des services après-vente. Et Jean-Paul? Oui, très rapidement. Donc, moi, je suis en charge des partenariats chez Cepheus Innov. Et mon objectif, c'est de fédérer à la fois les fabricants et toutes les solutions IT notamment qui peuvent graviter autour. Très bien, parfait. Alors au niveau déjà pour l'organisation de ce webinaire, donc effectivement il va être enregistré. Donc comme il est enregistré, vous pourrez accéder à un replay de ce webinaire. Et l'autre point, c'est que vous pouvez effectivement intervenir. Donc n'hésitez pas à intervenir de façon par un chat qui se trouve en bas à droite de votre écran, où vous pouvez nous poser des questions. Et ce que je vous propose, que ça soit assez interactif, donc n'hésitez pas à nous interpeller directement par le chat. Donc voilà. Alors au niveau de rapidement pour vous présenter nos deux sociétés, donc on va commencer par Access avec la solution Spelog. Donc alors Spelog fête ses 20 ans cette année, hein, donc Access et Spelog fêtent ses 20 ans cette année. Donc on a une bonne expérience, on va dire, dans le domaine du SAV. Hein. Donc Spelog est utilisé par des fabricants pour tous les sujets de la prévente, et on va intervenir auprès de fabricants de notre côté, et souvent donc la mise en œuvre de ce type de projet, c'est effectivement pour alimenter les concessionnaires. C'est le but de ce webinaire. Donc voilà, donc la plateforme, elle est vraiment dédiée pour échanger, on va dire, entre d'un côté le fabricant qui doit pousser des contenus, on va dire, pour accompagner les concessionnaires, et les concessionnaires qui sont en attente. Donc voilà, après si vous voulez des informations sur Access, vous pouvez aller sur notre site internet access.fr. Voilà, je vais changer le slide. Vas-y Christophe, si tu veux parler un peu de Cephus. Cepheus Innov, aujourd'hui en France, il n'y a pas d'organisation, d'école pour apprendre à créer, gérer, piloter un service après-vente au sens large. Et donc Cepheus Innov a pour vocation effectivement de combler ce manque en France et en Europe, c'est-à-dire que Cepheus accompagne les entreprises dans l'organisation de leur modèle économique service, c'est-à-dire sur l'organisation, la relation client, le management, donc un spectre extrêmement large. Pour ça, on a tout un panel d'outils qui permettent effectivement d'intervenir dans les services après-vente, mais aussi dans les services commerciaux, puisque aujourd'hui, la transition vers les services fait que le service, c'est plus la dernière roue du carrosse, il faut qu'il soit intégré dans une stratégie globale. Donc, on est amené aussi à intervenir au niveau des équipes commerciales pour apprendre à vendre du service, parce qu'on ne vend pas du service comme on vend du matériel. Voilà. Et dernière info concernant Cepheus Innov, il n'y a pas d'études en Europe sur les services après-vente, et Cepheus a mené et mène toujours des études depuis plus de 12 ans sur les services. Donc, on a réussi à modéliser pas mal d'éléments sur les organisations du service après-vente. Donc, on a un site internet, vous retrouverez toutes les informations sur l'entreprise. Jean-Paul, tu as autre chose à rajouter là-dessus éventuellement? Non, pas dans les médias. Ok, let's go. Let's go. Allez, donc on démarre. Donc alors en termes d'organisation, donc effectivement le webinaire il va durer 45 minutes à peu près. L'idée c'est de parler de la relation fabricant concessionnaire. Comment changer les choses, parce qu'effectivement il y a des choses qui seraient intéressantes qu'elles évoluent, on va dire. Le point 3, c'est cet aspect de digitalisation, on va dire que ça devient un passage obligatoire de nos jours, mais effectivement il faut que ça se passe le mieux possible, et après un temps d'échange, sachant que je répète, effectivement vous pouvez, n'hésitez pas à nous poser des questions tout au long de l'échange. Alors, je vais te laisser commencer, Christophe, sur cette première partie, donc définir la relation fabricant et concessionnaire.
Ok, donc déjà dans un premier temps, avant de parler de relations fabricants et concessionnaires ou distributeurs, hein, parce que le concessionnaire peut avoir un sens très large, c'est-à-dire qu'on a des gens qui vont fabriquer du matériel et d'autres personnes qui vont le diffuser. On appelle ça un concessionnaire, un distributeur, un représentant, peu importe le nom. On a des échanges entre les deux. Déjà, avant de parler vraiment de cette relation, on va définir ce que c'est qu'un modèle économique. Il existe différentes typologies de modèles économiques. Le premier, c'est ce qu'on appelle vulgairement le modèle économique linéaire. C'est quoi? On va extraire de la ressource, hein, donc ça c'est issu de l'économie circulaire, ce diapo, mais en gros, on prend de la matière, on fabrique du matériel, on le vend, et une fois qu'il a fini d'être consommé, on le jette. C'est-à-dire que c'est un modèle économique, on se développe par la vente de matériel. D'accord? L'entreprise vit et se développe par la vente de matériel. L'autre modèle économique qu'on va mettre en parallèle, s'il te plaît Laurent, le prochain slide, c'est ce qu'on appelle les modèles économiques de transition vers les services. Jusqu'à aujourd'hui, une entreprise va développer un produit, un matériel. C'est-à-dire, on va fabriquer, par exemple, au lieu de fabriquer une machine, on va fabriquer un arbre. Ensuite, on va investir dans des coûts de développement marketing, de publicité, de formation des forces de vente, internes ou réseau de distributeurs, sur la vente de cette innovation, on va dire. Une fois qu'il était vendu, on le mettait en place chez le client, on le livrait. Alors, il faut savoir qu'il y a 30 ans, plus de 30 ans, les entreprises avaient le temps de développer de nouveaux produits. On avait le temps de prendre le temps pour faire les retours sur investissement. Aujourd'hui, il y a la concurrence. À peine sorti un produit, qu'on a un produit concurrent qui sort quelques jours après avec de nouvelles fonctionnalités. Et donc ça, c'était souvent ce qu'on appelle l'héritage, le modèle économique actuel, parce qu'il y a encore beaucoup d'entreprises qui fonctionnent comme ça, où elles vont se battre effectivement à développer, vendre, et pour se différencier, on va redévelopper. On quitte le modèle linéaire en allant plus loin. C'est-à-dire que l'arbre, une fois qu'il est planté, on va le faire grandir. On le fait grandir comment? Une fois que la machine est livrée, on va développer des prestations sur les services de façon à faire grandir cet arbre et tous les ans, il va rapporter de l'argent. Donc là, le modèle économique de l'entreprise, à terme, ce qu'on appelle la transition vers les services, c'est plus vraiment de vendre le matériel. Dans ces modèles économiques d'économie de la fonctionnalité, par exemple, ou d'usage, on met à disposition le matériel et on gagne de l'argent avec le service. Donc là, on va voir ce que c'est que ces modèles économiques, l'impact que ça va avoir derrière sur la relation d'un fabricant et d'un distributeur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, si on n'est pas clair là-dessus. Alors, maintenant, on va parler de ce que c'est que la vision d'un distributeur, d'un fabricant, pardon, et derrière du concessionnaire ou du distributeur. Le fabricant, c'est quoi sa mission, ses objectifs à lui? C'est de fabriquer du matériel et le vendre, souvent au travers d'un réseau de distribution. Donc ça peut être des concessionnaires indépendants, la plupart du temps concessionnaires indépendants, marques exclusives ou multimarques. Ces représentants vont vendre sur leur secteur, leur part de marché. Le fabricant va avoir souvent à tendance, pour s'assurer de la qualité de représentation, d'imposer certaines règles de fonctionnement au niveau de ses distributeurs. Ça peut être par exemple des process mis en place que le distributeur va devoir appliquer dans le cadre de la relation fabricant-concessionnaire. Le fabricant va imposer un certain nombre de process de fonctionnement, par exemple pour la garantie. On y reviendra tout à l'heure. Donc ça, c'est les objectifs du fabricant. En gros, un fabricant a un modèle économique dit linéaire dans l'absolu. C'est-à-dire qu'il va fabriquer du matériel pour le vendre. L'objectif pour vivre, il faut qu'il en vende. Donc, on va rentrer dans un système de vente de matériel de consommation. Et effectivement, il va aussi vendre des pièces après pour l'entretien, mais son métier principal, c'est la vente de matériel. Le concessionnaire, lui, effectivement, il va vendre le matériel. Sauf qu'il est sur un secteur où il va devoir satisfaire et fidéliser ses clients. Or, s'il ne faisait que de la vente, ça ne fonctionnerait pas. Parce qu'aujourd'hui, quel que soit le domaine d'activité, on peut penser à des concessionnaires automobiles, agri, TP, matériel de boulangerie ou d'autres domaines, effectivement, lorsqu'on vend un matériel, le client attend de son revendeur, effectivement, un suivi, un entretien, quelque chose sur lequel il peut avoir une véritable valeur ajoutée. Et là, j'insiste, satisfaire et fidéliser les clients,
ce n'est pas la cam du fabricant. Le concessionnaire, lui, doit développer sur du récurrent pour fidéliser ses clients. Donc, on voit déjà, par rapport à la vente, il y a un petit décalage. En plus, la plupart du temps, les concessionnaires, ce sont des concessionnaires indépendants. C'est-à-dire que ce sont des chefs d'entreprise qui ont leur entreprise, qui ont leur organisation, leur choix stratégique de développement, aussi bien au niveau de l'organisation qu'au niveau économique. Donc là, déjà, on a deux objectifs qui sont en parallèle. Sachant que le lien entre les deux, c'est le concessionnaire vend du matériel que l'entreprise fabrique en amont. S'il n'y a pas de questions, on va pouvoir continuer d'avancer, Laurent. Ok, les oppositions. Alors, on l'a dit précédemment, le fabricant, lui, son business, c'est d'augmenter les ventes. C'est de prendre des parts de marché. C'est comment faire pour consommer plus de son matériel ou éventuellement de ses pièces. Donc, le modèle économique linéaire qu'on a pu voir en préalable, on appelle ça un modèle économique CAPEX. C'est-à-dire que le fabricant va gagner sa vie sur la vente de matériel. Il touche tout de suite l'argent. Plus le consommateur final va garder la machine longtemps dans le temps, plus les marges vont diminuer. Donc, stratégiquement parlant, le fabricant a tout intérêt de vendre une machine et de les renouveler régulièrement chez les clients finaux. C'est-à-dire que plus le client garde la machine, moins le fabricant va gagner d'argent, moins il va être rentable. Donc pour ça, il va mettre en place une stratégie effectivement descendante au niveau de son réseau de distribution. C'est-à-dire qu'il va tout faire pour inciter ses représentants, puisque là on prend le terme de représentant, pour vendre du matériel. C'est-à-dire que par exemple, il va y avoir dans les relations des process où les revendeurs vont avoir des marges supplémentaires, etc., à condition de respecter certains process imposés par le fabricant. Des process qui amènent à vendre plus de matériel. Il a développé, il a gagné des parts de marché pour le fabricant. Le concessionnaire, lui, son modèle économique à la base, il y a 20 ans, c'était effectivement se développer par la vente de matériel, mais aujourd'hui, entre les problématiques de pénurie de pièces, les problématiques de concurrence, de marge, etc., aujourd'hui, ça commence à être restreint un petit peu au niveau des marges, donc effectivement, fidéliser ses clients, c'est une stratégie. C'est-à-dire qu'ils ont tendance, les concessionnaires ou les revendeurs, à avoir ce qu'on appelle une dérive vers le modèle OPEX, c'est-à-dire plus le client va gagner sa machine, plus je vais développer de prestations, plus je vais gagner d'argent. C'est l'histoire de l'arbre qu'on a vu précédemment. C'est-à-dire, plus on va entretenir le matériel, plus on va développer des prestations à forte valeur ajoutée, plus on va gagner d'argent. Et là, les concessionnaires ont besoin d'une forme d'accompagnement sur ces stratégies. Et là, on s'aperçoit qu'il y a un problème. C'est qu'on a deux personnes qui sont deux entités qui sont censées travailler ensemble. Ils ont des objectifs opposés dans l'absolu. Et là, effectivement, on a un système descendant. Donc là, je vais vous prendre quelques exemples pour vraiment vous montrer que la relation fabricant-concessionnaire, il y a des constats qu'on fait aujourd'hui, nous, au travers des études chez CFE Osinov. Et c'est là que je vous demanderai d'intervenir pour voir si vous avez des choses à apporter là-dessus. N'hésitez pas dans le chat, faire des commentaires, poser des questions. Je vais prendre l'organisation des ateliers. Donc, dans le réseau TP, par exemple, automobile, agri, souvent, dans les organisations, on a un modèle où on a une base avec un atelier pour l'entretien. Souvent, ces organisations qu'on retrouve dans les structures TP, agri, auto, surtout agri et TP, sont issues de l'automobile. Depuis plus de 12 ans où on fait des études chez CFEOS, on s'aperçoit que ce système était très bien il y a plusieurs décennies, mais aujourd'hui, il est obsolète. La façon de travailler, l'organisation pose des contraintes. Je développe. L'organisation des chefs d'atelier. Aujourd'hui, dans le TP et dans la grille, les chefs d'atelier ont 10 000 fonctions. Ils doivent tout faire. Ils courent partout. Ils doivent gérer les garanties, ils ont les clients au téléphone, ils doivent manager des équipes sur terrain, ils doivent s'occuper d'avoir les pièces, faire les retours garantis au niveau des fabricants. Donc ça, je leur parlerai après. Gérer les stocks. Il y en a certains qui doivent aller jusqu'à nettoyer les locaux et mettre du papier toilette dans les toilettes. Donc, ils ont une casquette qui est monstrueuse. Alors, il y a 20 ans, 30 ans, ça passait. Mais aujourd'hui, il y a tellement de pression, tellement de concurrence, tellement de nouveaux produits, parce que les technologies ont explosé,
Et bien aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a des chefs d'atelier qui explosent. Je vous donne l'exemple des chefs d'atelier qui font des burn-out. Ils doivent faire 5000 choses, ils doivent rendre des comptes sur la rentabilité parce que, effectivement, la pandémie fait qu'à un moment donné, le concessionnaire, le vendeur, il gagne comment sa vie à un moment donné? C'était je gagne ma vie en vendant du matériel. Or, aujourd'hui, on a des fabricants après la pandémie par rapport à la rupture d'approvisionnement de matières premières. Quand le concessionnaire passe une commande, il ne sera pas livré avant plus d'1 an. C'est-à-dire que pendant 1 an, il ne fait pas de chiffre. Et c'est là que les concessionnaires ont commencé à basculer vers le modèle OPEX, où effectivement, ils s'intéressent de plus en plus au service. Mais ils le font par obligation. Et les chefs d'atelier donc, ont énormément de pression à ce niveau-là. Ils doivent faire un petit peu de tout dans l'urgence en étant performants. Et là, on a des cas dans des grands faiseurs au niveau national et international. Dans la plupart des concessions, ils ont un vrai problème. Le chef d'atelier fait burn-out ou pas, les autres techniciens qui sont dans la boutique refusent de prendre le poste de chef d'atelier. Or, cette organisation, c'est un héritage historique de l'organisation demandée par les fabricants de matériel. Donc là, effectivement, on se retrouve avec une véritable défaillance dans la relation fabricant-concessionnaire, parce que le fabricant va avoir des inspecteurs techniques, ils ont des books, ce qu'ils appellent les normes pour avoir des bénéfices ou des remises intéressantes sur le matériel. Je vais nommer plusieurs marques, hein, comme ça il n'y aura pas de jaloux, que ce soit Class, Manitou ou d'autres. Ils ont les tomes universels comment organiser le SAV en encyclopédie de 1000 pages en 47 volumes. C'est-à-dire que le concessionnaire doit respecter les normes imposées par le fabricant pour avoir des awards, pour avoir des remises supplémentaires. Alors que, je suis désolé, le patron, même le patron de Manitou, le président des services et de la division service dit « Mais c'est dingue, on a une encyclopédie qu'on impose à nos concessionnaires. » Donc il commence à y avoir des réactions par rapport à ça, mais on a encore un héritage très lourd à porter. On va prendre un autre exemple des paradoxes qu'on peut avoir entre les fabricants et les concessionnaires. C'est la gestion des garanties. Alors, souvent, le fabricant va prendre en garantie par obligation, même si on est en B2B, des garanties. Donc souvent, il va prendre les pièces et la main-d'œuvre ou une partie de la main-d'œuvre si c'est vraiment qualifié comme garantie. Là, souvent, les concessionnaires pleurent et se battent pour essayer de passer un maximum de choses en garantie parce que tout ce qui est gestion de la garantie en concession, la main-d'œuvre de traitement du dossier, les déplacements, la logistique, 80% du temps ne sont pas prises en compte par le fabricant. C'est-à-dire que déjà, le concessionnaire, lui, va taper directement dans ses marges. Faut savoir qu'en gestion de garantie, nous, quand on fait un accompagnement, il n'y a pas d'école en SAV, hein, il n'y a pas une garantie à gérer, il y a 2 garanties. Le système de garantie, c'est un centre de profit indépendant. Tel que c'est construit et imposé par les constructeurs aujourd'hui, on a une défaillance, les concessionnaires perdent de l'argent. Donc là, on vient imposer un système. Mais ce qui est encore d'autant plus rigolo ou marquant, c'est qu'on a des process à respecter pour pouvoir bénéficier de la garantie du fabricant. Donc, on a parlé de Manitou, on a parlé de Clash, je vais en reparler. Je vous donne l'exemple, par exemple, de Mecalac, un autre système. Aujourd'hui, vous avez des concessions qui ont des inspecteurs locaux, des inspecteurs techniques de la marque. Ils valident avec le représentant tous les papiers qu'il y a à remplir, parce qu'il faut des photos, il faut des numéros de référence, des pressions. Donc, ça demande énormément de contraintes sur le terrain. L'inspecteur technique va valider le process. C'est tellement bien conçu que le concessionnaire doit aller sur un autre système pour rentrer la demande de prise en charge de garantie, qui souvent peut être refusée. Alors qu'il y a un inspecteur technique de la marque qui l'a accepté. Chez Class, on a des choses qui vont encore beaucoup plus loin. Aujourd'hui, ou dans le domaine agricole, John Deere, etc., on s'aperçoit qu'il y a des tendances, hein, mais ils se copient tous, donc ils vont tous faire les mêmes démarches. Par exemple, à un moment donné, ils vont demander, comme c'est un vrai problème, la garantie, les techniciens sur le terrain, ils n'ont pas le temps, c'est pas l'administratif leur tasse de thé. Aujourd'hui, il y a des fabricants qui vont avoir tendance à inciter les concessionnaires à avoir une personne dédiée à la gestion de la garantie. C'est parfait. Sauf que qui c'est qui paye cette personne-là? C'est les concessionnaires. Ils les payent pourquoi?
pour gérer la garantie du fabricant et non pas la garantie côté client. Donc là, on a vraiment encore des exemples où on a des oppositions au prisme où les gens ne travaillent pas à la main. Il y a des fabricants et des concessionnaires, là je ne donnerai pas la marque là, ce coup-ci, mais il y a eu des audits sur des garanties, de gestion de garantie de la part du fabricant international. Ils ont dit, mais vous trichez, vous passez sur des dossiers qui ne sont pas faits, etc., pour pouvoir gagner un peu d'argent, ou en perdre moins. Donc là, il y a des boîtes qui ont perdu des étiquettes, hein, de ce qu'on appelle les cartes. Et je sais que là, moi, j'ai des relations chez des fabricants, des concessionnaires, où il y a des têtes qui sont tombées, parce qu'on a demandé des comptes. Mais parce qu'on impose et on a deux entreprises. Voilà, en gros, c'est le loup, le fabricant, la bergerie, bah, c'est le concessionnaire. Et donc, on n'a pas cette mécanique, cette dynamique. Un autre exemple, et je vais terminer là pour les exemples de relations fabricants-concessionnaires, c'est cette notion de recrutement. Aujourd'hui, vous n'êtes pas censé ne pas savoir qu'il y a des problèmes pour recruter des gens dans les services après-vente. Effectivement, il y a une véritable problématique, c'est que le métier n'attire plus. Moi, je suis vacataire dans une université, en technologie, depuis quelques années, il n'y a plus de profs. Comment on ferme des jeunes générations à la technologie alors qu'il n'y a plus de profs? Et on n'attire pas. C'est un métier qui n'a jamais été valorisé. Et donc là, CFE-Ocinov est très, très souvent sollicité où on a du mal à recruter. Comment on fait? Aidez-nous. Donc moi, je suis chef de projet. Jean-Paul s'occupe des partenariats. Souvent, on intervient et on commence à travailler sur la vraie problématique. Et souvent, ça finit comment? Ça finit, on les amène à se poser la question, mais avant de recruter, pensez à garder votre personnel. Je prends l'exemple des bases TP Agri. Vous avez des chefs d'atelier qui courent partout. Ils sont censés faire du management. Ils n'en font pas. C'est-à-dire qu'ils vont faire ce que j'appelle du management au pied de biche par obligation. Ils n'ont pas le temps de s'intéresser du bien-être du collaborateur, de l'amener, de progresser. Après, on s'étonne qu'il y a du turnover dans les équipes. Ils ne sont pas reconnus, il n'y a pas de sens dans tout ce qu'ils font. C'est le rôle du manager. Il n'y a pas un cap fédérateur. Ça, encore une fois, dans la plupart des concessions, et ça, c'est aussi un problème des fabricants, c'est on va aller où dans 3 ans, 4 ans, 5 ans avec notre service. Donc voilà. Tous ces exemples démontrent qu'effectivement, on a deux entités qui travaillent ensemble, un fabricant qui vend à des concessionnaires et des concessionnaires qui diffusent sur le terrain. Aujourd'hui, cette relation, je vais utiliser un terme, c'est pas joli, mais elle est bancale. Pour moi, elle est bancale. Elle n'est pas saine dans le temps parce que les modèles économiques évoluent. On a l'économie circulaire aujourd'hui qui va être une obligation dans quelques années. C'est déjà passé en 2020 dans le domaine du professionnel vers le particulier. Dans le professionnel, ça va venir. Et là, il va y avoir des obligations sur les sujets des services, donc des relations fabricants-concessionnaires. On appelle ça l'économie de la fonctionnalité. C'est un des piliers de l'économie circulaire qui va bientôt être une obligation. Donc, réparabilité, maintenir le système. Et donc là, le fabricant, tant qu'il va être dans le prisme, je vends, on va avoir un décalage, et surtout un décalage avec la réalité du terrain des concessions et des modèles économiques à venir. Est-ce que pour ceux qui sont autour de la table, parce qu'on a beaucoup de gens qui ne sont pas venus a priori, est-ce que vous avez des questions éventuelles à poser sur cette première partie? Est-ce que pour vous, comment vous voyez les choses dans cette relation-là? Ça serait quoi la mécanique? Marquez-moi 2-3 mots-clés. Ça serait quoi la mécanique pour vous pour améliorer tout ça? Est-ce que c'est possible ou pas? Je vais en profiter en attendant peut-être des retours. Alors, effectivement, en termes d'exemples, je peux vous donner aussi de nombreux exemples. Je dirais que je rencontre énormément de fabricants. En début de semaine, j'étais auprès d'un fabricant de grosses installations de chaudières biomasse. Et en fait, alors ce qui était la bonne nouvelle, parce qu'il y a quand même des bonnes nouvelles peut-être en 2023, c'est que le fabricant, il se rendait compte que donner un document papier de 1300 pages à un service technique, c'était peut-être fastidieux, etc., etc. Et c'est vraiment du vécu. On a regardé ce document, 1300 pages, un fichier PDF, voilà, 1300 pages. Vous imaginez, même le technicien, justement, le service technique, d'essayer de feuilleter dans les 1300 pages un document, ou même dans un PDF. On s'est amusé, d'ailleurs, dans le moteur de recherche du PDF, de chercher de l'information, etc. Donc ça, c'est
vraiment du vécu, hein, ce volume de données comme ça, en disant ben voilà, au moins le juridique, on a 1300 pages, c'est bon. Et le deuxième sujet, c'est les garanties, où effectivement les fabricants, ils aimeraient demander aux concessionnaires de remplir 25 pages. C'est-à-dire qu'il y a des fabricants qui disent ben nous, on va demander que le concessionnaire, alors, dans plein de secteurs, hein, ça peut être de l'automobile, du chauffage, dans les cuisines professionnelles, dans plein de secteurs, où en fait, ils commencent à dire, ben voilà, nous, aujourd'hui, on a un fichier Excel, il y a 50 informations, voilà, et ils veulent en rajouter, etc. Et c'est sûr que le concessionnaire, concrètement, comme disait très bien Christophe, ils ne vont pas recruter une personne juste pour remplir des formulaires. Donc il y a vraiment une opposition là-dessus. Et c'est vrai que les fabricants, il faut qu'ils comprennent aussi de leur côté que une garantie, c'est du temps, une demande pour remplir des formulaires, etc., c'est du temps. Et il faut trouver un équilibre sur les informations que doit compléter le concessionnaire. Parce que là, on est vraiment des fois sur des sujets. Alors avant, le papier carbone, on va dire, c'était un peu plus simple, ils étaient un peu limités. Mais maintenant, dans le digital, effectivement, je confirme, Christophe, que j'ai vu des sujets, même dans un fabricant de moteurs de bateau, par exemple, où entre guillemets, le pauvre concessionnaire, il devait remplir tout un tas de champs d'information, des champs obligatoires. Le champ obligatoire, s'il ne l'a pas sous le coude, comment il fait pour avancer, etc., etc. Donc effectivement, là, il faut qu'il y ait du donnant-donnant, on va dire, ça va être un peu le sujet, donc le sujet de comment changer les choses. Donc pour changer les choses, effectivement, aujourd'hui, il y a une tendance qui se profile chez des gros faiseurs au niveau national et international. CFO s'accompagne des fabricants, mais pour avoir une stratégie différente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la solution qui semble la plus judicieuse, et je dirais la plus pragmatique, c'est en tant que fabricant, comment je peux accompagner mes concessionnaires à mieux s'organiser et à mieux gagner de l'argent dans leur organisation. On change complètement de paradigme. C'est-à-dire que là, on va avoir une notion de développer, d'organisation des services. Et aujourd'hui, on accompagne plusieurs réseaux de concessionnaires et les fabricants sur ces sujets-là. C'est-à-dire que qu'est-ce que je peux faire pour mieux accompagner? Un technicien qui est sur un site, s'il a besoin d'avoir une vue éclatée pour commander une pièce, etc., il faut qu'il ait accès à la doc, il faut qu'il ait accès à tout. Et rapidement. En plus, on a des concessionnaires multimarques. Chaque fabricant va avoir son propre système. Donc là, c'est cette notion de plateforme intelligente où effectivement, on est capable de partager rapidement des documents, d'y avoir accès tout de suite, de dire si c'est garanti ou pas. Il y a besoin d'une photo, on la prend, c'est terminé. Basta. On a rempli un process, c'est intégré. Et voilà. Et là, on a une autre mécanique, c'est comment j'accompagne mes concessionnaires, mon réseau de distributeurs pour faire différent. Et là, il y a des grandes marques. Aujourd'hui, je vous ai nommé des marques. Il y a des grandes marques dans le domaine agri et TP. Elles sont dessus. On les accompagne. Et repensent leur système, leur approche, leur partenariat avec les concessionnaires. Mais tout le monde n'ira pas tout de suite. Si c'est vrai que le sujet, Christophe, effectivement, on pourrait dire de l'homogénéité des accès pour les concessionnaires. Alors, j'ai eu quelquefois, il m'arrive effectivement qu'il y ait des fabricants qui m'invitent à rencontrer des concessionnaires. Des fois, je vais participer à des réunions comme ça, c'est très intéressant. C'est vrai qu'il y a des grands fabricants, en fait, alors effectivement, ils ont digitalisé, mais un plombier, un concessionnaire auto, il se retrouve à devoir consulter 5 sites internet pour d'un côté faire une demande de garantie, de l'autre côté chercher la documentation, mettons, pour changer la pièce, ou voir des documents de formation, etc. Et ça m'arrive vraiment d'interpeller les fabricants là-dessus, de leur dire, voilà, vous avez fait une panoplie de sites internet. On a même vu des cas concrets de concessionnaires qui nous ont remonté une information toute simple, que la même information, donc c'était dans le secteur du véhicule, des camions exactement, en fait l'information ne portait pas le même nom à saisir suivant l'extranet. C'est-à-dire que s'il devait chercher dans les catalogues de pièces de rechange, ça s'appelait comme ceci, et quand la même information, il devait la saisir dans une garantie, ça s'appelait autrement. Et le concessionnaire, voilà, de bonne foi, il nous a fait une démo, et c'est vrai que c'est un sujet
ou les fabricants. Et c'est vrai que je pense qu'il faut qu'on fasse de plus en plus d'ateliers d'ailleurs avec les concessionnaires parce qu'ils remontent vraiment des sujets. Et alors, je ne parle même pas de l'ergonomie graphique, mais déjà que les appellations, quand on demande de saisir un numéro de série d'un côté, de l'autre côté c'est un numéro d'affaires ou de l'autre côté c'est un VIN, bon, au bout d'un moment, quel que soit chez le fabricant, je dirais, il faut utiliser les mêmes terminologies, des choses comme ça. Et là, c'est vraiment du vécu que j'ai eu chez plusieurs fabricants. Ok, bah écoute, moi Laurent, je te laisse la main, c'est pas de remarque. Allez, alors, donc l'aspect digitaliser les échanges, donc fabricant concessionnaire. Alors déjà le premier sujet, parce qu'il y a toujours cette histoire de crainte du changement, etc. En fait, ça devient un passage obligatoire. C'est-à-dire que le fabricant est obligé d'informatiser, on va dire, tous ces dossiers, tous ces sujets, et le concessionnaire aussi. C'est-à-dire que je dirais même le concessionnaire, il a une gestion commerciale, il a des outils informatiques, etc. Et donc, ça fait que les échanges SAV, donc là, on va parler vraiment du concret, hein, c'est-à-dire une garantie, un ticketing, une réclamation, une livraison de pièces, etc. L'aspect digitalisation est obligatoire. Donc, il n'y a pas effectivement le frein au changement, il faut évoluer là-dessus, il faut accompagner. Hein, c'est là où d'ailleurs CFE fait un très bon travail là-dessus. Il faut accompagner. Le fabricant impose des choses aux concessionnaires, mais effectivement, il ne faut pas forcément que ça soit imposé de façon trop abrupte. Il faut que le concessionnaire retrouve aussi un intérêt pour lui de la digitalisation. Alors le premier sujet, donc c'est un peu l'aspect opposition des besoins. Donc en fait, le fabricant, donc il va mettre un extranet SAV. Après on peut l'appeler, on peut appeler ça site pro, site garantie, etc. Il y a tout un tas de noms. D'un côté, c'est un investissement, c'est-à-dire que le fabricant, s'il veut digitaliser les choses, alors je dirais que c'est quand même bon signe pour les concessionnaires, normalement, il faut que ce soit vécu de façon positive, ce qui n'est pas forcément le cas si c'est mal accompagné. C'est-à-dire qu'effectivement, il va y avoir un fabricant qui va dire, maintenant, les concessionnaires en Europe, vous devez passer tous par ce formulaire-là pour faire une garantie. Ça manque un peu d'accompagnement. Mais le but du fabricant dans cet investissement de digitalisation, ça va être aussi pour certains objectifs. Et le deuxième point, le fabricant, il va investir du temps. Parce qu'effectivement, le but de mettre un extranet SAV, c'est-à-dire qu'il va avoir des données à jour. Je parle des pièces détachées, mais c'est-à-dire que les garanties, il faut qu'elles soient traitées de plus en plus rapidement. Donc, il y a un facteur que des fois les concessionnaires comprennent pas forcément l'enjeu, c'est effectivement la digitalisation, ça va permettre aux fabricants de répondre plus rapidement. À un problème de garantie, des choses comme ça. Mais effectivement, si le formulaire, il faut 1 heure pour remplir un formulaire de garantie, je comprends qu'il y a des concessionnaires qui ont envie de faire un blocage. Donc l'objectif du fabricant, c'est vraiment d'un côté un ROI, c'est-à-dire vraiment une notion de rentabilité, c'est-à-dire qu'effectivement, un fabricant peut plus saisir manuellement une commande de pièces détachées. Au bout d'un moment, là on est vraiment, voilà, c'est plus faisable de reprendre un document papier d'un rapport d'intervention. Donc j'ai vraiment vu ça, le papier carbone, un fichier Excel, c'est plus faisable. C'est-à-dire qu'un fabricant peut plus retraiter une garantie qui est saisie en manuscrit, des choses comme ça. Donc il y a vraiment ce ROI là, ce gain de temps. Et après le deuxième facteur, c'est le tableau de bord. Et ça, le tableau de bord, c'est vraiment un aspect très important, puisque ça va permettre, mettons, aux fabricants de voir ce qui va pas. En fait, le tableau de bord, c'est vraiment faire du décisionnel. Alors, ça peut être des problèmes de qualité des produits. C'est-à-dire que c'est pas du tout pour surveiller le concessionnaire. Il ne faut pas que ce soit vu comme surveiller le concessionnaire. Au contraire, ça peut être simplement dire, voilà, sur les garanties, nos concessionnaires font énormément de demandes, je sais pas, sur telle partie de tel sous-ensemble. Il y a peut-être un problème de formation, il y a peut-être un problème vraiment de qualité chez nous de ce sous-ensemble-là, etc. Donc ça, c'est le côté fabricant. Maintenant, le côté concessionnaire, effectivement, le premier sujet, accès aux informations simples et rapides, c'est un peu ce que disait Christophe, c'est que si le concessionnaire il doit passer sur 4 extranets pour chercher une information, etc., il y a des chances qu'il prenne le téléphone et limite le fabricant va pas être content. Deuxième sujet, c'est que le concessionnaire, il a vraiment les clients. Et comme disait Christophe, il est vraiment dans la satisfaction client, la fidélisation. Donc, pour fidéliser son client, lui, ce qu'il veut, c'est la diminution de la charge de traitement, etc. C'est-à-dire que si son client, il est en panne, le produit qui a 4 mois, il est en panne et il veut lui rendre service, il faut qu'il ait, par exemple, le plus rapidement possible le retour de la garantie, des choses comme ça. Donc, en fait, le concessionnaire, il a vraiment ce sujet-là
de la digitalisation, c'est de la fidélisation. C'est-à-dire qu'il veut pouvoir donner tout de suite une réponse à son client. C'est bon, j'ai ces pièces-là, c'est bon, je peux vous livrer demain et je vais pouvoir réparer votre produit et je le prends en charge sous garantie parce que le fabricant m'a répondu. Donc, c'est là où il y a vraiment les deux sujets. Donc, je dirais qu'il y a quand même un aspect normalement où les deux sont d'accord, c'est quand même la satisfaction client. Donc, ça, c'est le premier point. Alors maintenant, concrètement, alors, le but, c'est pas de vous faire une grosse démonstration de Spelog. On fait des webinaires sur les démonstrations de notre plateforme Spelog. Le but, en fait, c'est de vous parler un peu de tous les sujets que diffuse un fabricant et le besoin du concessionnaire. En fait, le premier sujet, c'est les catalogues pièces de rechange, c'est la consultation, tout ce point-là. Le deuxième sujet, c'est les documents. Donc, effectivement, pour éviter le document de 1300 pages, maintenant, on parle de base de connaissances, de QCM, un peu de solutions plus dynamiques, du visuel, voire des tutos vidéo. Voilà, le digital va permettre de mettre à disposition ça. Après, le concessionnaire, il va pouvoir faire tout ce qui est demande de prix, demande de devis, demande de retour de pièces. Et effectivement, les points sur le bas, donc gestion des garanties, assistance client, intervention, ça va être tout le sujet SAV, c'est-à-dire faire une demande de garantie le plus rapidement possible, faire une assistance client, un peu ces points-là. Donc là, je vais vous partager, faire une petite démonstration de l'écran. Hop, je vous partage une petite démonstration pour vraiment que ça soit très concret. Donc là, c'est vraiment le but. Donc là, imaginez que je suis concessionnaire. Je suis le concessionnaire qui s'appelle, je suis Auban en fait, un concessionnaire qui s'appelle Auban. Je me connecte sur un extranet SAV. Je peux accéder au maximum d'informations, je dirais le plus rapidement possible, numéro de série. Je peux accéder à des. Donc là, on est dans le secteur, par exemple, de véhicules professionnels, on va dire les balayeuses, les véhicules industriels, etc. Et en fait, tout de suite, je peux faire des demandes de garantie, etc. Donc, imaginez que mettons, je suis en train de chercher, j'ai un problème sur un produit, sur une balayeuse de voirie, j'ai un problème de vérin. En fait, l'idée, par exemple, c'est que je peux taper vérin Bénage, par exemple, je tape dans le moteur de recherche. Et en fait, effectivement, on va essayer de gagner du temps auprès du concessionnaire. Donc là, le concessionnaire, bien sûr, il peut dire je cherche dans les balayeuses, et là, il va pouvoir tout de suite trouver des pièces. Et il va pouvoir, mettons, il est sur un produit particulier, il va, par exemple, chercher, je suis sur ma balayeuse, effectivement, châssis et coupe. Il va sur sa balayeuse châssis et coupe, et en fait, automatiquement, Spelog va pouvoir lui afficher directement les informations qui recherchent. Là, on est vraiment dans l'information technique. Alors, un fabricant, nous, c'est là où on apporte du conseil. Des fois, alors de faire des plans 3D animés, tout ça, des fois, on dit un mélange photo très visuel et puis un peu un éclaté ou même des pièces comme ça, des fois c'est plus efficace pour le technicien. Donc ça là on voit vraiment de quoi on en parle, sur quelle zone on est. Donc là effectivement, par exemple la personne veut faire une garantie sur cette pièce là, donc l'axe de vérin Bénage, donc là c'est cette pièce, il peut voir son prix, etc. Et pour faire une demande de garantie, c'est là où ça peut être très très rapide. C'est-à-dire que je reviens sur ma page d'accueil. Je vais sur ma page d'accueil ici, comme ceci. En fait, j'ai qu'à taper mon numéro de série. Et en fait, suivant le numéro de série, donc c'est là où effectivement un fabricant peut accompagner le concessionnaire sur des informations. En fait, le fabricant, il a plein d'informations. C'est-à-dire que sur le numéro de série, il va pouvoir tout de suite remonter les informations qu'il a, voir le nom du propriétaire. Alors, bien sûr, il peut changer entre-temps, mais aussi toutes les informations sur le produit. S'il y a une extension de garantie, s'il y a des options, etc. Et là, par exemple, je veux faire une demande de garantie, demande de remboursement d'une garantie, une demande de prise en charge, et je peux créer des interventions. Donc là, je vais faire quelque chose de très simple. Quantité, je vais dire, je veux un vérin. Donc là, on peut, voilà. Donc là, c'est vraiment très, très simple. C'est une liste de codes d'articles. Je peux créer des interventions en disant, là, il y a un problème sur ce point-là, il y a un problème sur ce point-là. Là, cette notion de code défaut, c'est vraiment pour faire des statistiques. C'est pas forcément pour contraindre, on va dire, mettons, je vais mettre usé prématurément. Voilà, mon vérin, il a été usé prématurément. Il y a des clients qui vont gérer le barème de temps. Donc ça, c'est des sujets importants, le barème de temps. Alors, il peut même avoir un barème de temps par pièce, un barème de temps de temps d'intervention, etc. Donc ça dépend des secteurs. Commentaire du concessionnaire, là, il peut mettre effectivement le vérin est fissuré, mettons, voilà, est fissuré.
ajouter une intervention. Donc là, je peux en créer. Et bien sûr, je peux rajouter une photo, comme disait à un moment Christophe, pour rajouter des photos, des choses comme ça. Là, je peux tout de suite, soit je peux faire une demande d'accord en amont, ou soit je peux directement enregistrer la demande. Donc là, la demande est passée. Ça, c'est fait. Si vous voulez, c'est là où, quand on apporte du conseil, on pourrait très bien informatiquement rajouter des listes et des listes de champs, etc. Nous, ce qu'on conseille aux fabricants, déjà, si vous avez des informations, c'est de les afficher auprès du concessionnaire, parce que ça va l'intéresser pour sa réparation, etc. Et là, le concessionnaire, il va pouvoir, donc, en gros, le SAV va retrouver la réponse. Et si je reviens sur la page d'accueil, le concessionnaire va pouvoir suivre, on va dire, toutes ces demandes pour vraiment contrôler la satisfaction client. Donc, le type d'extranet SAV comme Spelog, l'objectif, c'est vraiment d'accompagner le client côté concessionnaire et le fabricant de l'autre côté. C'est-à-dire de simplifier les choses. Le fabricant veut pousser de l'information auprès des concessionnaires. Ça peut être des informations soit commerciales, soit effectivement très techniques. Ça peut être des messages d'information. Le concessionnaire, il peut bien sûr suivre toutes ces demandes de garantie, de tickets, etc. Il peut suivre ces demandes de retour de pièces. Et par exemple, puisqu'en introduction, on parlait de documents de 1300 pages, c'est sûr, quand on parle de digitalisation, on peut gérer des bases de connaissances avec effectivement tout de suite les informations, mettons, les plus consultées, etc. Donc là, le sujet en fait, de la digitalisation, ça va permettre de rendre beaucoup plus dynamiques les données. Un aspect tout simple, c'est si je tape pour aider le concessionnaire, si je tape directement effectivement sur le numéro de série, je vais retrouver toutes les informations du fabricant. Donc c'est vraiment ce qu'on essaye de faire au niveau de Spelog, c'est que le concessionnaire, il va pouvoir visualiser sur ce produit, je dirais les vues éclatées, tout ce qui est pièces techniques, les documents de formation, les documents techniques, donc ça peut être des manuels, des schémas électriques, et même les rapports d'intervention. Parce qu'effectivement, si les interventions sont remontées, on peut publier ça. Donc là, l'idée, c'est que le concessionnaire il puisse faire un état des lieux rapidement, des choses comme ça. Côté fabricant, si la garantie elle est bien saisie, elle a toutes les informations, le fabricant va pouvoir tout de suite valider ou pas cette garantie. Il aura toutes les informations. Donc c'est là où il y a vraiment du donnant-donnant. Plus le concessionnaire va remplir correctement la demande de garantie sans que ça soit fastidieux pour lui, et effectivement, le fabricant, en échange, va pouvoir directement valider ou pas, ou demander des compléments d'information. Donc, voilà un peu le principe, en fait, d'une petite démonstration rapide. On va repasser sur la présentation. Hop, je reviens sur la présentation. Donc, on était ici. Donc, est-ce que vous avez des questions sur le sujet, le temps d'échange? On va attendre d'éventuelles questions et je me permettrai de clôturer sur 3 points. Tout à fait. Alors, j'ai une petite question. Quelle relation peut-on avoir au niveau international fabricant-concessionnaire? Alors, il est vrai que effectivement, les fabricants aujourd'hui ont de plus en plus de sujets avec des concessionnaires de différentes tailles, on va dire, suivant les pays. Ça peut être des importateurs, des distributeurs, pays, etc. En fait, l'avantage vraiment de la digitalisation, c'est aussi cet aspect-là international, à l'export. Parce qu'effectivement, une garantie, alors déjà, elle peut être en plusieurs langues, etc. Alors, on revient sur les documents fastidieux de 1300 pages. Quand c'est sur Internet, c'est plus facile de gérer les langues, d'avoir rapidement l'information. Et l'aspect international, effectivement, on peut imaginer que le concessionnaire fasse une demande, suivant la taille du fabricant, une demande auprès d'un premier niveau SAV pays. Et effectivement, ça peut remonter au niveau du siège, etc. Donc, voilà. Pour aller plus loin sur cette partie-là, il faut savoir qu'un modèle économique service après-vente est constitué de 2 paramètres. Les constantes qu'on retrouve quel que soit le domaine d'activité de l'entreprise, en France, international et domaine d'activité, et les variables qui font que chaque modèle économique service est unique. Donc chaque entreprise doit développer sa propre organisation. Par contre, les constantes permettent d'avoir une trame de gestion, que ce soit nationale ou internationale. C'est-à-dire que l'idée, c'est on développe un process de prise en charge des garanties, qu'on soit en France ou à l'autre bout du monde, on va avoir une trame constante, simple, efficace, et non pas des usines à gaz avec différentes strates de validation, comme on peut voir et comme on a évoqué pendant tout le webinaire.
Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. Jean-Paul, tu veux... S'il n'y a pas d'autres questions, j'ai 3 petites choses à dire. C'est qu'effectivement, la crise Covid qui nous a tous coincés à la maison, elle a eu un effet assez puissant sur la prise de conscience des fabricants, sur le fait qu'effectivement, le Covid, ça pouvait revenir, qu'il était intéressant de peut-être changer sa stratégie pièce, sa stratégie fabrication, les délocalisations et autres. Ça a permis aux concessionnaires de prendre conscience que quand il n'y a pas de matériel à vendre, il n'avait rien à faire et qu'il n'y aurait pas eu les prêts de l'État. Il y en a, je ne sais pas quel pourcentage qui aujourd'hui ne serait plus concessionnaire de rien. Que parallèlement à ça, il y a des mots comme durable, seconde main, occasion, qui sont en tendance générale et qui prévoient un futur plus ou moins proche, modification de la loi qui va imposer de faire durer le matériel parce que ça sera dans un but écologique, et puis avec une autre contrainte qui va être la limitation des matières premières. Et enfin, tout ça, il faut le mesurer. Et pour le mesurer, il y a quand même des besoins d'indicateurs qui souvent n'existent pas, avec un premier indicateur qui est, hélas, souvent absent des SAV, qui est le compte d'exploitation dédié du SAV. Déjà, si je ne sais pas combien je gagne, combien je perds, ça va être difficile de mettre en place de nouvelles solutions si je ne sais pas si elles sont rentables ou pas. Et si je les prolonge, ou si je les améliore, ou qu'est-ce que j'en fais. Donc ça, ce sont des points qui sont importants. Et la relation fabricant-concessionnaire, c'est les deux ont besoin de chacun de l'autre. Donc, il y a une tendance que je sens là chez certains fabricants à dire les concessionnaires qui ne veulent pas suivre cette mutation vers le service, ils vont dégager. C'est peut-être pas si simple. Donc, plutôt que de dégager, je pense qu'il faudrait plutôt les aider. Et les aider, c'est de façon double. Et si je reprends un petit peu le discours de Laurent et Christophe, c'est techniquement, digitalement, avoir une trame commune, France, internationale, etc., aucun problème. Il suffit de vouloir le faire. Considérer qu'une équipe japonaise bosse comme une équipe américaine ou une équipe française ou une équipe sicilienne, là, on se plante. Donc, effectivement, il faut réfléchir à comment on mobilise les équipes dans les pays à redescendre cette information aux concessionnaires. Et ça, c'est un accompagnement qui est plus de l'ordre psychologique que technique. Et en tout cas, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Merci. Ok. Merci Jean-Paul. Bon, si effectivement il y a des questions autres ou des demandes d'informations, vous allez avoir le webinaire. De toute façon, en replay, c'est ça, Laurent? Oui, tout à fait. Vous avez nos coordonnées là sur l'écran et voilà, vous pouvez nous interpeller en direct ou nous poser des questions sur ces sujets-là. En tout cas, avec Christophe, on s'entend très bien sur ces sujets. Il y a un gros travail à faire au niveau relations fabricants-concessionnaires. Et il y a un gros travail à faire au niveau national déjà sur le SAV et la valorisation du SAV. Ça sera un autre sujet. Tout à fait. Très bien. Et merci bien à tous. Et puis, on se retrouve dans un prochain webinaire. Voilà, sachant qu'il y aura un replay qui sera diffusé. Là. Ouais. Voilà. C'est important de savoir. Voilà. Merci à tous alors. Merci à tous. Merci bien. Merci. Allez, à bientôt. Au revoir. Au revoir.